Pas de notes diplomatiques, pas de fenêtre de 48 heures, pas de compte à rebours diffusé en direct. À l'aube du jeudi 5 mars, l'Iran a déclenché la 19e vague de l'opération Vraie Promesse 4. La cible n'était pas une base militaire perdue dans le désert. Ce n'était pas un champ vide choisi pour l'effet des caméras. Ce n'était pas un geste symbolique destiné à faire la une des journaux télévisés. Des missiles Khorramshahr 4, transportant des ogives d'une tonne, ont été lancés à l'aurore en direction du cœur de Tel Aviv. L'aéroport Ben Gourion est la base du 27e escadron de l'armée de l'air israélienne qui opère depuis ce même aéroport, un lieu unique, un seul point sur la carte. Et pourtant, 1 million de personnes le traversent chaque semaine en temps de paix. C'est par là qu'arrivent les renforts militaires, c'est par là que circulent les chaînes d'approvisionnement. C'est par là que le monde entier supposait que la vie continuerait de passer, quoi qu'il arrive. Et quand on dit fermer, on ne parle pas de vacances annulées, on parle de vols médicaux d'urgence déviés de leur trajectoire, de manifestes cargos entièrement réécrits, de soldats de réserve qui, en temps normal, atterrissaient, se ravitaillaient et se dispersaient vers leurs affectations, et qui doivent désormais trouver d'autres corridors. On parle de compagnies aériennes étrangères en train de passer des appels téléphoniques d'urgence à leurs assureurs, de familles israéliennes à l'étranger qui réalisent même qu'un billet de retour n'est plus une certitude, mais une question. Lorsque le principal aéroport d'un pays ferme sous les missiles, le conflit cesse d'être quelque chose qui se passe là-bas. Il devient un verrou sur le mouvement lui-même, un mécanisme de siège construit non pas avec des murs, mais avec des restrictions d'espace aérien et de la peur. Et tout le monde le ressent immédiatement, partout, aujourd'hui. Ce qui s'est produit dans les heures ayant suivi l'impact de ces missiles va changer votre façon de comprendre cette guerre, et ce qui vient ensuite. Avant de parler de ce que tout cela signifie, il faut comprendre ce que l'Iran a tiré, parce que cette arme a une histoire, et cette histoire est un avertissement. Le missile Khorramshahr est l'un des systèmes balistiques les plus emblématiques de l'arsenal iranien. La première génération a été dévoilée en septembre 2017. La quatrième génération, connue sous le nom de Khorramshahr 4 ou Kabar, a été présentée publiquement en mai 2023. Selon les spécifications militaires iraniennes, ce missile possède une portée d'environ 2000 km, mesure 13 mètres de long et transporte une ogive d'environ 1500 kg. 13 mètres de long. Il porte le nom de Khorramshahr, la ville que l'Iran a perdue, puis reprise de haute lutte pendant la guerre Iran-Irak. Un nom que chaque soldat et chaque civil iranien connaît comme un symbole de résistance, de sacrifice et du refus absolu d'accepter la défaite. L'Iran n'a pas choisi ce nom par hasard. Il a nommé ce missile d'après la ville qui lui a coûté le plus. La ville qui a prouvé que l'Iran saignerait jusqu'au bout pour tenir ce qu'il jugeait digne d'être tenu. Et ces 1500 kg, c'est le poids de l'ogive, pas celui du missile entier, uniquement la partie conçue pour détruire ce qu'elle touche. Des responsables iraniens ont déclaré que la salve avait perturbé l'activité de l'aéroport, une affirmation reprise par les médias israéliens. Perturbé. Ce mot porte un poids considérable, parce que perturber un aéroport international sous attaque de missiles, cela signifie des avions cloués sur le tarmac, des passagers figés dans les terminaux, des équipes au sol incapables de bouger, des contrôleurs aériens qui regardent leurs écrans radars sans avoir de corridor sûr à proposer à qui que ce soit, et puis le silence, celui qui suit quelque chose censé continuer de fonctionner et qui ne fonctionne plus. Voici ce qu'il faut comprendre sur Ben Gourion. Ce n'est pas un simple point de données, c'est la colonne vertébrale. Le commandement du front intérieur israélien a demandé à l'autorité aéroportuaire de prioriser la sécurité sur la continuité du service, des commandants faisant valoir qu'une seule frappe réussie sur un terminal bondé ou un avion chargé de carburant pourrait entraîner des pertes massives et des dommages durables pour le secteur de l'aviation du pays. Des pertes massives. Ce ne sont pas des expressions qui figurent dans les briefings de l'aviation civile. Ce sont des expressions qui apparaissent dans les évaluations de menaces militaires. Et le propre commandement israélien les a placés juste à côté du nom de son aéroport principal. L'impact humain immédiat de la fermeture se fait sentir pour environ 100 000 Israéliens et visiteurs étrangers bloqués à l'étranger ou laissés dans l'incertitude dans des aéroports de transit à travers le monde. Avec Ben Gourion fermé, les voyageurs qui devaient rentrer chez eux durant le week-end ou en début de semaine se sont retrouvés coincés dans des aéroports, d'Athènes à Larnaca, de Dubaï à Doha et dans les grandes capitales européennes. 100 000 personnes bloquées. Pas des soldats, pas des combattants, des familles, des étudiants, des voyageurs d'affaires, des gens qui avaient quitté Israël pour des raisons tout à fait ordinaires, des vacances, une conférence, un mariage, des funérailles, et qui ne peuvent plus rentrer chez eux parce que l'aéroport qui relie leur pays au reste du monde est fermé sous menace de missiles. Orin Moshe et sa femme, tous deux la cinquantaine, avaient pris l'avion pour Athènes le mardi, pour des vacances.
Nous avions un vol censé partir vers 10 heures du matin, a-t-il raconté à une chaîne d'information. Nous sommes arrivés à l'aéroport et à 8 heures du matin, la sirène a retenti. On nous a demandé de passer rapidement le contrôle des passeports. Nous avons franchi la sécurité et attendu. Et puis on nous a dit que le vol était annulé. Et ils ne sont pas seuls. Ils ne représentent qu'une fraction d'une file d'attente mondiale. Des gens dont la vie s'est retrouvée suspendue derrière une seule piste qu'on ne peut plus sécuriser. Voici le détail que la plupart des reportages ont mentionné brièvement avant de passer à autre chose. Il est impossible de le laisser de côté. Les compagnies israéliennes El Al, Arkia et Israël ont annoncé qu'elles déplaçaient leurs appareils hors du pays pour éviter qu'ils ne soient pris pour cible lors d'une éventuelle riposte iranienne. Les avions ont décollé sans passagers. Sans passagers, les propres compagnies israéliennes ont fait décoller leurs avions vides hors d'Israël. Non pas à cause de ce qui s'était déjà produit, mais à cause de ce qu'elles estimaient être imminent. L'avion d'État israélien, l'appareil officiel du Premier ministre, a également décollé de Ben Gourion et a été repéré peu après à l'atterrissage en Grèce. L'avion d'État, l'appareil qui transporte le chef du gouvernement, partit en Grèce. Réfléchissez à ce que cela signifie sur le plan opérationnel. Israël a évacué son appareil le plus symboliquement sensible de son propre aéroport principal parce que le calcul de risque effectué par les personnes disposant des meilleures informations sur les intentions de l'Iran était sans appel. L'aéroport était trop dangereux pour laisser des actifs précieux au sol. Ils avaient raison. Les missiles Khorramshahr 4 sont arrivés quelques heures plus tard. Voilà ce que fait un gouvernement lorsqu'il estime que la prochaine vague frappera là où la précédente ne l'a pas fait. Au moins 18 missiles iraniens ont pénétré le système de défense antimissile israélien au cours de la nuit, représentant ce que des sources décrivent comme le taux de réussite le plus élevé depuis le début de l'année. Le taux de réussite le plus élevé de l'année, vague numéro 19. Cela compte davantage que n'importe quel cratère isolé. Ce n'est pas le chiffre absolu qui importe, c'est la courbe, parce qu'à la vague 1, le pourcentage était plus bas. À la vague 5, il était plus bas. À la vague 10, encore plus bas. La vague 19 a produit le taux de pénétration le plus élevé de l'ensemble du conflit. Voilà à quoi ressemble l'attrition à l'intérieur d'une architecture de défense. Elle ne s'effondre pas en un seul moment spectaculaire. Elle fléchit progressivement, chaque vague légèrement plus difficile à arrêter que la précédente. Chaque vague trouvant un peu plus de failles dans un système conçu pour la menace telle qu'elle existait avant le début de la guerre, pas pour une campagne soutenue, adaptative et qui ne cesse d'apprendre. La salve comprenait environ 30 missiles balistiques, des missiles à guidage de précision à propulsion solide et liquide, ainsi que des drones suicides Shahed 136, ciblant simultanément le centre d'Israël et l'aéroport Ben Gourion. Charge utile mixte, missiles balistiques et drones lancés en même temps. Les drones mobilisent les couches inférieures du système de défense dans un engagement continu, forçant les intercepteurs à être consommés sur des cibles moins coûteuses. Les missiles balistiques arrivent derrière eux, sollicitant les couches supérieures, le front de David et le système Arrow, contraintes de traquer et d'intercepter simultanément plusieurs objets à haute vitesse. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une doctrine, et à la vague 19, elle a produit des résultats. Voici la partie que chaque grand média a mentionnée brièvement avant de passer à la suite. Elle ne peut pas être mise de côté. Des sources iraniennes ont évoqué la possibilité d'attaques contre l'infrastructure nucléaire israélienne. Selon l'agence ISNA, si les États-Unis et Israël poursuivent leurs efforts pour déstabiliser le gouvernement iranien, Téhéran pourrait cibler le réacteur nucléaire situé dans la ville de Dimona, au Negev, où se trouve le centre de recherche nucléaire du Negev. L'installation qu'Israël n'a jamais officiellement reconnue comme productrice de matériaux de qualité militaire, l'installation que les estimations du CIPRI associent à environ 80 ogives nucléaires israéliennes, Dimona abrite l'un des centres de recherche clés du programme nucléaire israélien. La ville, qui compte environ 40 000 habitants, contient un réacteur que des experts estiment capable de produire du plutonium de qualité militaire. 40 000 personnes vivant à côté d'une installation nucléaire qu'Iran a désormais publiquement menacé de frapper. Réfléchissez soigneusement à ce qu'une frappe réussie sur Dimona signifierait, pas seulement dans sa dimension militaire, qui est déjà extraordinaire, mais dans sa dimension environnementale. Un complexe de réacteurs touché par une ogive d'une tonne voyageant à vitesse extrême. Dans un pays où rien n'est loin de quoi que ce soit, où la marge d'erreur se mesure en kilomètres et non en provinces. Cette menace ne peut pas être balayée d'un revers de main. L'Iran a démontré qu'il était capable d'atteindre Ben Gourion, plus proche de Tel Aviv que Dimona, avec des missiles qui ont pénétré les défenses au taux le plus élevé de l'ensemble du conflit. La distance n'est pas une protection. Les précédents ne sont pas rassurants. Et la menace a été émise publiquement à une agence de presse par des responsables qui savent parfaitement ce qu'ils sont en train de dire. Maintenant, prenons de la hauteur, parce que l'aéroport n'est pas la seule artère sous pression.
Les transits de pétroliers bruts à travers le détroit d'Ormuz sont tombés à 4 navires le 1er mars, le lendemain du déclenchement des hostilités, contre une moyenne de 24 par jour depuis janvier. Selon les données de Vortexa et du tracker maritime Kepler, environ 300 pétroliers sont actuellement immobilisés à l'intérieur du détroit. 300 pétroliers, en attente. Ils ne bougent pas parce qu'ils ne peuvent pas déterminer si se déplacer est viable. Les gardiens de la révolution islamique ont annoncé qu'ils contrôleraient le trafic maritime à travers le détroit en temps de guerre. Des vedettes rapides iraniennes sont déployées sur l'eau. Des missiles iraniens ont déjà touché des pétroliers. Les marchés d'assurance ont classifié la zone comme pratiquement non assurable. 300 pétroliers, des millions de barils de pétrole immobilisés dans un corridor large de 33 km à son point le plus étroit, pendant que l'Iran tire des ogives d'1 tonne sur l'aéroport du pays au centre de cette guerre. L'agence Reuters a cité Mike McDougall, vétéran de l'industrie sucrière, qui rapportait que des dirigeants du secteur au Moyen-Orient signalaient que certains navires transitaient encore par le détroit, mais qu'ils étaient soit chinois, soit iraniens. Chinois ou iraniens, ce sont les seuls pavillons qui circulent avec une relative confiance. Les pétroliers sous pavillon occidental, les transporteurs japonais, coréens, indiens, tous immobiles, en attente, en train de calculer. Lorsque 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole est effectivement mis en pause dans une zone de guerre et que le principal aéroport d'Israël est fermé sous menace de missiles, l'économie mondiale ne regarde plus la scène de loin. Elle est à l'intérieur du rayon d'impact. La chaîne israélienne 12 a rapporté que Ben Gourion devrait rester fermé pour les 3 à 4 prochains jours. Mais un porte-parole de l'autorité aéroportuaire a refusé de confirmer cette estimation, indiquant au Times of Israel qu'aucune déclaration ni estimation officielle n'avait été émise. Aucune déclaration officielle, aucune estimation, aucun calendrier. C'est la définition opérationnelle de l'incertitude. Ils ne peuvent pas vous dire quand l'aéroport rouvrira parce qu'ils ne le savent pas. La réouverture dépend de la question de savoir si la prochaine vague ciblera à nouveau l'aéroport. Si les défenses tiendront. Si les équipes pourront dégager les pistes, si les appareils pourront être positionnés en sécurité, si les compagnies étrangères accepteront de risquer un atterrissage. Ces décisions appartiennent à des gens à Téhéran qui préparent déjà la prochaine vague. Avec Ben Gourion fermé, les effets en cascade se propagent à travers les réseaux aériens mondiaux. Touristes bloqués, transactions commerciales perturbées, retrouvailles familiales retardées, voyages médicaux reportés, fret aérien rerouté, équipage hors de position. Tout le monde attend un communiqué qu'aucun responsable n'a été autorisé à publier. Je veux revenir à Oren Moshe et sa femme, parce que c'est ici que la géopolitique cesse d'être abstraite. Nous avions pris en compte la possibilité qu'il y ait une attaque, a dit Moshe. Donc nous n'étions pas surpris. Ils n'étaient pas surpris. Un couple dans la cinquantaine qui avait pris l'avion pour Athènes en vacances avait intégré dans ses plans la possibilité que l'Iran attaque pendant leur absence. Qu'ils ne pourraient peut-être pas rentrer chez eux, que l'aéroport de leur pays pourrait être fermé par des tirs de missiles au moment de leur retour. Voilà ce que signifie vivre dans un pays dont l'aéroport a été ciblé à plusieurs reprises en l'espace d'une seule semaine. On s'y prépare. On fait ses bagages avec de quoi tenir quelques jours de plus. On garde son téléphone chargé, on regarde les informations depuis la chambre d'hôtel, en attendant le message qui dira que l'espace aérien est à nouveau ouvert. Et on ne sait pas quand ce message viendra, il reste impossible de dire quand l'espace aérien israélien rouvrira. Ben Gourion, la porte d'entrée d'un pays de 9 millions d'habitants, est fermée jusqu'à nouvel ordre. L'avion d'État est en Grèce. Les flottes commerciales sont dispersées à travers l'Europe. 100 000 Israéliens sont bloqués à l'extérieur de leur propre pays. Et l'Iran a émis publiquement une menace contre Dimona si la campagne visant à déstabiliser son gouvernement se poursuit. La 19e vague est terminée. La 20e est en préparation. Et la dernière porte de sortie d'Israël, celle que le monde supposait rester ouverte quoi qu'il advienne, est fermée. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, le meilleur moyen de me le dire reste un like ou un commentaire. Chaque abonnement compte vraiment pour la suite. À bientôt.